Bienvenue dans Entre Athlètes, le podcast qui met en avant les acteurs du sport en France. Cette semaine, on reçoit Hugues Chenevier, qui est champion du monde de street curl. Sur son premier essai, le mec a presque battu le record du monde de street curl. Donc j'ai encore le record du monde aujourd'hui des moins de 75. Comme si c'était normal, tu vois, tout est normal. Et voilà, imagine demain je veux commencer. Comment je pourrais commencer concrètement, tu vois, de façon tangible? Qui est le champion du monde depuis 14 ans sur les moins de 90 kg. Là, cette année, il a 50 ans. What's up les boys, j'espère que ça va, bienvenue dans Entre Athlètes. Cette semaine, comme je l'ai dit, on est avec Hugues Chevigné. Comment tu vas, poulet? Bah écoute, super. Ça va? Chenevier, toujours. Chenevier, excuse-moi, Chenevier. C'est un classique, les gens se trompent dessus. Dramatique. Et en plus, en comment je t'appelle du coup Love Brock parce que ton Insta, Exactement. le mec fait 2 erreurs en 2 secondes de podcast. Non, mais c'est pas grave. Chenevier, c'est un classique. Hein. Chenevrier, chenivier, genevière. Chenevier sur Marne. Ouais, c'est pas grave. En tout cas, non, je suis content de t'avoir dans le podcast. Je pense que là, t'es l'un des mecs qui a les plus gros bras que j'ai reçus. La caméra en plus, t'as une caméra qui est juste Ah sur toi oui, en c'est plus. vrai, je peux flex, Là, tu putain, peux après il y bien avait une flex. bonne lumière, Mec, t'as combien de biceps de tour de bras tour de bras à froid, j'ai 44. À froid Pour 1m75, proportionnellement, ça paraît plus. Ah ouais. Mais contrairement à d'autres personnes, moi, c'est mon biceps qui fait la moitié de mon bras. Normalement, vrai ça devrait être un tiers Ouais. avec le triceps. Et voilà, c'est parce que, spoiler, j'en travaille beaucoup les biceps. Ouais, tu m'étonnes. Et justement, là, pour ceux qui te découvrent, aujourd'hui, si je te pose la question, qui est Hugues, du coup, dans la vie? Alors, dans la vie ou en tant qu'athlète? Les deux? Ok, alors dans la vie, je suis sélectionneur pour une école de cascadeurs qui s'appelle Action Ok. Training Production. Donc, seule école au monde à délivrer un diplôme de cascadeur. Donc, à l'image des entretiens pour l'armée, je fais passer des entretiens où je mets un peu la pression aux candidats pour savoir s'ils ont l'étoffe de venir dans notre formation. Attends, mais tu connais Charlie Schmitt? Alors, de nom, mais... Parce qu'il a seulement de nom. parce qu'il a fait de la cascade, il s'est lancé dedans. Ah il me d'accord, semble. ouais. Mais Donc, alors, T'es ouais, bah, ok, je ouais. suis pas suffisamment... Ouais, c'est vrai que bon, en fait, je suis en école de cascadeur, Ouais, oui. mais je suis dans un bureau et Ah en oui, fait, je bien fais sûr, passer... non, mais je t'embête, je sais. Mais je suis en collègue avec des cascadeurs qui font les formations, etc. Ok, cool. etc. Et avec un ancien cascadeur qui était ancien athlète de haut niveau, ancien militaire, etc. Donc on s'entend pas mal sur ces sujets-là. Donc ça, c'est ce que je fais dans la vie, ce qui est un boulot, un boulot de bureau qui me permet d'organiser ma vie un peu autour de l'entraînement. Ok. Mais du coup, par contre, t'es pas cascadeur. Je ne suis pas cascadeur. D'accord, ok. Voilà. Juste pour différencier, comme ça, les gens vont se dire, attends, mais il fait du street curl, mais de la cascade. Bon, au moins, on met tous carte sur table. Non, il y a une étiquette, sachant que j'ai un passé opérationnel en société militaire privée, chose sur D'accord. laquelle je vais pas forcément m'étendre, en tout cas aujourd'hui. Je comprends. Il y avait cette étiquette là, plus l'étiquette de sportif. Ok. Voilà, avec envie d'être vraiment sportif de haut niveau. Donc on s'est bien entendu là-dessus avec mon boss. Je suis passé par une agence d'intérim. Je leur ai donné mon CV. Ils se sont dit, mais ce CV n'a aucun sens. On a cette entreprise qui n'a aucun sens. Il faut qu'on fasse matcher les deux. Magnifique. Et donc ça marche très bien. Et puis c'est des gens qui ont vraiment une mentalité de sportif de haut niveau. Parce que la cascade, c'est vraiment des sportifs un peu à part, mais ils ont ce côté compétiteur, et même dans le travail. Du coup, au niveau du fonctionnement, on s'entend quand même assez bien avec mon boss là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour la partie professionnelle. Et sinon pour la partie athlète, donc je suis athlète de street curl, spécialisé en street curl depuis 2021. Sinon, je m'entraîne en musculation comme beaucoup depuis que j'ai 13 ans. Donc vu que j'ai 32 ans, ça fait 18 ans. Eh, ça commence à faire. Voilà, hein. ça commence à faire un peu. Quand je le dis aux jeunes de la salle, ils me disent « Mais attends, mais t'as quel âge ?» Bon. Et 2021, pourquoi street curl? Parce que, pour la petite histoire, je suis un ancien bencher. Donc jusqu'à l'an dernier, j'ai fait des compètes de bench. J'ai fait WPC, WRPF et FF Force quelques années après. D'accord, ok. Et je n'avais pas voulu vraiment faire de la compète en force athlétique avec donc les 3 mouvements. Parce que, bon, pour résumer, force athlétique, squat, développé couché, soulevé de terre, ou alors on peut faire le développé couché seul. Voilà, donc j'ai préféré me spécialiser en développé couché seul. Par contre, c'est vrai que je continuais de la force athlétique générale à l'entraînement, mais j'avais cette frustration de me dire, j'ai toujours été très bon au niveau des biceps, le tirage, les tractions, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un exercice qui exploite ça, quoi. Est-ce qu'on peut faire du rowing, du rowing en compète, je sais pas quoi. Et un jour, j'ai suivi une vidéo d'un mec que tu connais peut-être, qui est assez populaire sur les réseaux depuis bien 1 an et demi, 2 ans, André Smaev.
Ouais, ça me Voilà. parle. Ouais. Un mec bon, qui mange pas que des brocolis, quoi, mais le mec est allé très très loin niveau force. Et en fait, ce gars s'entraînait déjà à l'époque tout seul, voilà, dans son garage et dans son gym en Russie. Il y a un youtubeur américain qui est venu dans son petit patelin pour le trouver. Et pour montrer au monde ce que c'était que ce monstre, quoi. Parce que le gars avait des perfs juste hors normes, des tractions lestées à 150 kg en pesant 150 kg. Ah oui, j'ai pas cette info là. Voilà, Ah, des trucs comme ça. Alors j'exagère peut-être sur les. Ouais. Je pense que j'exagère sur le lest, mais c'est des trucs style 100 Ouais. kg lestés en pesant 130 kg. Ouais, c'est impressionnant quand même. Et à la fin de la vidéo, donc il le fait aller dans une salle et il lui fait tester le strict curl. Et le gars explique que sur son premier essai, le mec a presque battu le record du monde de strict curl. Du coup, je me dis, Waouh. record du monde, ça veut dire qu'il y a des records, donc des compètes et tout. Je m'intéresse à ça petit à petit. Donc je regarde un petit peu ce qui se fait. Grosso modo, ça se fait beaucoup pôle pays de l'Est et pôle États-Unis. Voilà, Amérique du Nord. Donc j'essaie de m'entraîner un petit peu pour ça. Au même moment, il y a donc quelqu'un qui finira par devenir un autre athlète de strict curl que je connais depuis personnellement, qui est Baptiste Marchais, qui a fait une vidéo en disant qu'il allait se préparer pour le strict curl. C'est vrai. Il était encore en France à l'époque, je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie entre-temps. Et du coup, je lui ai envoyé un message, j'ai dit écoute, comment on peut faire une compète de strict curl? Il m'a dit envoie un message à Aymeric Pradine, qui est donc le vice-président. Oui, exactement. Ok, énorme. Vice-président de la fédération à la FF Force et président de la partie bras de fer. Il m'a dit, on organise la toute première compétition de strict curl septembre prochain. Donc là, on était en juillet à ce moment-là. Donc septembre prochain, à Saint-Germain-en-Laye, là où j'ai grandi, quoi. Donc le truc, Tu dis, attends, voilà. c'est pas possible, tout est lié, quoi. Tout est lié. Donc je suivais déjà Baptiste pour le bench, j'avais cet attrait pour le Texas. Donc il y avait un peu ce truc, je me dis, mais c'est ouf, le mec s'intéresse à tous les mêmes trucs que moi, quoi. C'est clair. Et donc j'ai fait cette compétition qui était aussi l'Antworkers Festival, donc l'événement de la marque de Pana. Le Pana, ouais. Et donc là, j'ai rencontré les premiers athlètes et c'était le moment où ils ont organisé le sport, etc. Les règles. Donc j'ai rencontré Ahmed Akmourzaïev, Raphaël, qui est venu sur ce... Raphaël Blin, qu'on salue. Voilà, que je salue. Et Aymeric Pradine, du coup, qui avait vraiment cette idée, avec certaines règles qu'ils avaient en tête, mais ils ont fait un peu ça en autonome, avec une idée qu'ils avaient du strict curl. Donc depuis, j'ai vu à peu près ce que j'aurais été capable de faire. Première compète, c'était pas terrible, hein. J'ai fait 55 kg en curl, hein, donc voilà. J'ai aucune notion. C'est par rapport, du coup, tu faisais combien à l'époque, en poids? En poids, j'étais à 73 kg à ce moment-là. Ils font combien les meilleurs, grosso modo En moins de 75, Ouais. les meilleurs, on fait c'est au-dessus de 75 en général. Ah ouais, ok. Non, les meilleurs des meilleurs, en général, j'exagère peut-être un peu parce que je prends vraiment les top 3, mais on va dire, entre 72,5 et 78, quoi. Ça se Waouh. situe en moyenne là-dedans. Donc, à l'international. Voilà. Donc bon, je m'y suis mis à fond, j'ai commencé à augmenter de perf au fur et à mesure, et je me suis dit, à partir du moment où j'ai gagné une compétition quelques mois plus tard, faut que je m'y mette en mode sportif de haut niveau. J'adore le truc, je suis complètement piqué par ça. Et j'ai analysé tout ce qui était un entraînement sportif de haut niveau, même si avec mon passé opérationnel, j'avais une habitude de m'entraîner avec une vraie exigence, etc. Et je l'ai appliqué à ça. Et les perfs ont commencé à suivre, j'ai eu plusieurs paliers où j'ai plafonné, j'ai passé au bout de moins d'un an quand même les 70 kilos. Ce qui est rapide quand même, hein. T'es vite monté. Hein. Ce qui est assez rapide, mais je me suis mis en mode autiste sur le sport. Ouais. J'ai pensé qu'à ça, je m'entraînais trop, je faisais vraiment ça à fond. J'ai appliqué le bench, les méthodes de bench sur le curl, ce qui a marché au début, après m'a fait vraiment stagner. 2022, j'ai atteint mon premier 74 kg l'été, avant de me blesser, de redescendre. Et puis après, il y a eu ce petit événement, j'ai rencontré ma fiancée actuelle. Enfin, fiancée actuelle, fiancée tout court. Oui, Hein. Parce que tu vas te mettre dans la merde, là. Exactement, oui, ouais, attention, je vais me faire taper dessus. On va le cut. J'ai parlé de mon 74 kg que j'avais jamais montré en vidéo parce que... Enfin, je l'avais juste pas enregistré. Je l'annonçais quand même, elle me disait, écoute, si tu l'as pas enregistré et que tu l'as pas montré, t'as pas de preuves, ça sert à rien d'en parler, tu vois. Première fois, on s'entraînait ensemble. Du coup, j'ai dit, ah ouais, d'accord. T'as piqué direct. Le soir même, Ouais. j'ai passé 76 en strict et un mois et demi après, là, j'étais sur l'entraînement avec le premier coach que j'ai pris pour le curl, qui est donc Baptiste Marchais. J'ai passé les 80
en moins de 80 à l'époque sur une barre un peu facilitante, mais bon, quand même. Faut quand même les passer. Hein. C'est ça, exactement, Parce faut les faire. faire. Facilitante ou pas, faut les passer. Quoi. Et ensuite, tout s'est enchaîné assez vite. On a eu une compétition en Espagne avec Nicolas Floquet, qui est l'autre athlète inter, un des premiers en tout cas avec moi. On a été en Espagne. Ensuite, on a été invité par les Américains sur la fédération américaine, sur les championnats d'Amérique. Et ensuite, on a été invité pour le Arnold Festival, donc là où il y a les Arnold Strongman, Arnold Classic, etc. Pour le street curl. En 2024, en mars, voilà. Et donc, c'était à Séville, non? C'était non, ça c'est pas à Séville. Parce que je suis parti voir des Arnold et c'était en mars, il me semble. Alors en mars, Séville, c'était, je pense, Europe. Ouais, parce que possible. Nous, c'était les Arnold Festival, Arnold World dans l'Ohio. Ok, ouais. Voilà. Et donc voilà, depuis, toujours à fond dans le street curl, on essaie de progresser, on monte, on descend, etc., etc. Magnifique. Et justement, on parle de street curl depuis le début, mais on n'a même pas dit ce que c'était en soi. Parce que les gens ils se disent, attends, street curl, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un sport de combat? Tu vois? Non mais pour je rigole, oui, mais c'est vrai. Non mais qu'est-ce que c'est du coup le street curl? Bon, voilà, on mettra des images forcément, mais pour expliquer aussi qu'est-ce que c'est techniquement, concrètement le sport. Bah, heureusement, j'ai parlé de la force athlétique. Je pense qu'ils ont calé que je parlais pas de danse ou capoeira, mais... de plongée. Alors, le street curl, c'est un sport de force, à l'image de l'haltérophilie ou de la force athlétique. C'est un mouvement avec une répétition charge maximum. Enfin, charge maximum, effectivement, ça dépend du match, mais on va vulgariser un petit peu. 3 essais. Et donc le curl, tout le monde a le mouvement, même si les gens connaissent pas forcément le nom. C'est voilà, ce mouvement-là, hein, le fait de faire une flexion de bras à la musculation. J'ai fait vachement bien. Voilà, t'es seul mec que je vois bien faire le mouvement. Je l'ai pratiqué. Et donc le but est de commencer donc, en étant tête, fesses et épaules contre une plateforme qui sera normée. Voilà, on va déraquer une barre, on commence bras tendu, on attend le signal de l'arbitre et on va curl la barre, donc faire une flexion de bras et la monter juste au-dessus du niveau des épaules ou alors la paume de la main au niveau de la ligne des épaules, voilà, pour que l'arbitre puisse nous donner le signal de redescendre et valider la barre. Voilà. Donc c'est une full rep. C'est une full rep. Et t'as le dos aussi qui est contre un mur, c'est ça? Le dos, alors en France, on oblige tête, fesses et épaules. Je dis épaules, mais c'est vraiment la zone scapulaire, hein, c'est-à-dire que les épaules, si elles touchent pas, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de jour entre la plateforme et le haut du dos, c'est bon. À l'international, c'est juste les fesses et le haut du dos qui doit toucher. On peut décoller la tête. Ok. Et c'est quoi la différence concrètement? C'est plus dur quand t'as tout qui est collé? Ouais. Ouais, okay. C'est quand même plus dur. On voit des athlètes qui optimisent un peu à l'international, c'est-à-dire qu'ils envoient la barre, qui font presque un rowing, vraiment ils vont la soulever comme ça, et ils vont quand même s'avancer un peu sans décoller le haut du dos, jouer vraiment sur les millimètres pour être à la limite du valide, et ne pas avoir ce moment où en fait on va vraiment pousser la barre. Et sur la fin du mouvement, on la pousse, on utilise le haut des pecs, le deltoïde antérieur, etc. C'est vachement compliqué quand même comme sport. Ah, faut tester pour sentir à quel point c'est compliqué. Mec, je vais trop essayer. On essaye mercredi, c'est ça? Ah bah on essaie mercredi et tu vas voir. On fait essayer tes max. Oh. Mec, j'ai tellement hâte. Mais tu sais, vraiment, parce que du coup, mon Alexis, on va le saluer aussi, hein, Alexis Mathieu, Alexis Valo, Alexis BLZ sur Insta. Il a fait une vidéo avec toi. Donc je sais le max qu'il a fait. Bon, il a quand même des gros bras, mais du coup, je suis curieux. Parce que tu vois, ce qui est bien, c'est que je trouve que ce qui est cool, c'est que le curl, on a tous fait du curl. Parce qu'on veut tous avoir des gros biceps. Donc c'est un mouvement, tu vois, même si je pense que beaucoup font n'importe quoi, et moi compris, hein, mais je trouve que c'est un truc, tu vois, c'est quand même, tu le prends moins facilement, enfin, tu peux te tester, tu vois. Après, forcément, t'as aussi à monter en charge, mais je te dis, j'ai trop hâte. Mais je t'ai coupé dans ta parole, excuse-moi. Non, je t'en prie. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui est appréhendable par beaucoup de monde. C'est pour ça que je dis tout le monde a le mouvement en tête. Si on imite quelqu'un qui fait de la musculation, soit on imite des pompes, soit on imite un curl. Ouais, et on voit les powers qui ne font pas de biceps, mais qui flexent à la fin de chaque compète. Donc voilà, le curl, je sais que ça, c'est un truc que tout le monde peut faire. C'est vraiment très simple. Pour s'entraîner, on peut avoir une barre d'Omios chez Decathlon, on se met contre un mur, on a des poids, voilà, on fait du curl. Alors que pour s'entraîner à l'haltéro, il faut une plateforme, il faut vraiment du matériel. Déjà, il faut beaucoup de poids, il faut un sacré matos. Le développé couché, c'est pareil, le squat. Faut vraiment être dans une salle avec un bon matos. Bon, même si en effet, on peut gagner en force avec des matos un peu plus simples. Mais voilà, il faut l'infrastructure, quoi. Alors que le curl, dans l'immédiat, c'est quand même de tous les sports de force, celui sur lequel on est capable de développer le moins de force. Voilà, on met en bas de l'échelle le street curl, et tout en haut, on va mettre le soulevé de terre. On élimine évidemment tous les exercices alternatifs où les gens disent ouais, les strictes élévations latérales, ça ferait quoi Voilà, on prend les vrais exos normés de compétition, etc. Donc forcément, celui-là, déjà avec, pour la plupart des personnes, si on a 60 kg à mettre sur une barre,
normalement, on a de quoi s'entraîner bien avec des répétitions, à faire des max, à faire ce genre de choses. Donc moi je trouve que c'est un sport qui est voué à percer un peu plus, pas forcément sur un côté aussi sérieux qu'un sport olympique, même si je l'espère, mais d'un côté vraiment ludique et une sorte de pierre angulaire entre différentes fédérations, différentes disciplines, parce qu'au championnat de France l'an dernier, on a eu des gens du strong, on a eu des gens du bras de fer, des gens de la force athlétique, des gens de l'haltérophilie. Ouais. Tout le monde s'est dit, je peux essayer le truc. Donc voilà, moi en tout cas c'est ma vision du curl. J'aimerais vous parler d'une nouveauté que nous mettons en place dans le podcast. Toutes les semaines, nous mettrons désormais en avant une association. Cette semaine, j'aimerais donc vous parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est l'association Un combat pour Aiden. Elle soutient un petit guerrier atteint d'une maladie rare. Elle se bat au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. C'est un combat de chaque instant et je suis vraiment fier de les soutenir. Et pour les aider encore plus concrètement, vous pouvez acheter la carte solidaire de notre invité du jour pour les soutenir. Le lien pour acheter la carte se trouve dans la description. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute. C'est magnifique. Et la barre, du coup, pour expliquer, est-ce que c'est une barre qui est droite ou c'est une barre qui est EZ? C'est une barre EZ. Ouais. Les barres EZ qui avaient été créées, je crois que c'est à l'époque de Schwarzenegger dans les années 70 qu'ils ont fait les premières barres EZ pour avoir une position un peu plus anatomique, hein, parce que si les gens ne sont pas forcément familiers, quand on a un valgus, c'est-à-dire l'espèce de... Alors comment le décrire facilement? La tension qu'on a quand on incline les mains, voilà. Quand on a le valgus qui est prononcé, sur une barre droite, on est déjà en tension avant même de tirer. Donc il a fallu créer des barres Z. Le truc, c'est que les barres Z, il y a plein de versions différentes, qui vont plus ou moins recruter telle partie du bras. Donc petit à petit, des barres normées se sont dessinées de part et d'autre des compétitions de curl. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a deux vraies barres normées qui se retrouvent vraiment un peu partout dans le monde. Déjà, la marque s'appelle Gopher. C'est une barre un peu en M, très angulée, assez large niveau de la prise large. Et assez supinée au niveau de la prise serrée. Donc c'est la barre que les Américains ont mis en place pour les compétitions américaines, donc Amérique du Nord, je crois que Mexique, ils ont ça aussi. Le Mexique et l'Amérique du Nord. Et ensuite, on a une autre barre, qui est la barre qui est devenue la barre officielle FF Force aujourd'hui, et qui est un peu considérée comme la barre européenne, parce que les pays de l'Est, et notamment la Russie, ont pris cette barre pour la fédération WRPF, qui est une barre très très angulée, vraiment pointue comme ça. Et donc ils ont essayé de la mettre dans toutes les compétitions sur les pays de part et d'autre, pays russophones principalement. Et le fait qu'il y ait deux barres, c'est qu'on a eu deux pôles qui sont créés au niveau du bras de fer. Le pôle de l'Est, avec des gens qui venaient principalement plutôt du bras de fer. J'ai dit bras de fer ou j'ai dit street curl? Je voulais dire street curl. Ouais, voilà. Deux pôles pour le street curl, donc la partie russophone, donc avec des gens qui venaient du bras de fer, et la partie américaine avec des gens qui venaient plutôt de la force athlétique. Voilà. Et c'est des pôles qui étaient hyper hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais communiqué entre eux sur les compétitions. Ok. Donc, et aujourd'hui, il y a les gens d'Europe de l'Ouest qui commencent à se mettre dessus, donc notamment la France, l'Espagne, un petit peu l'Angleterre, etc. C'est un petit peu lent à prendre, mais on est en train de créer les compétitions, les règles, etc. Et ben nous, on a été en communication pas mal avec les gens des pays de l'Est et en compétition aux États-Unis. Donc finalement, on va peut-être réussir à faire le lien et créer quelque chose d'international un peu plus sérieux, quoi. Et aujourd'hui, quand tu commences le street curl, imagine-moi demain, je veux me lancer. Comment je fais? Parce qu'il n'y a pas de club actuellement, c'est toi et toi en fait. Il n'y a pas de club spécifiquement street curl, ça c'est sûr. Pour se lancer, moi je me dis au début, ça sert à rien de se prendre la tête. On prend n'importe quelle barre EZ, on essaie de faire des schémas de force athlétique de base, du 3x5 et puis du renfort à côté. Et au début, on se teste un peu. Il faut pratiquer, il faut faire le mouvement, il faut faire de l'explosif avec peu de reps, mais le plus rapide possible. Il faut faire du lourd. Voilà, il faut faire le mouvement, parce qu'en fait, c'est comme le développé couché au début. Le temps de prendre la position, ça met vraiment, vraiment des années. Et le temps de comprendre comment on attrape la barre, comment on fléchit, on va sentir ce qui marche. Des fois, on va réussir. Des fois, il y a une barre qui va passer facilement, puis le lendemain, elle va passer hyper difficilement, on ne sait pas pourquoi. La semaine d'après sera encore plus facile, juste parce qu'il y a des paramètres qu'on n'a pas compris. Et à force de tester, on
capte un petit peu quels sont les éléments qui font qu'on est plus ou moins fort. Et puis aussi ce qu'on préfère, parce que voilà, sur cette tanne-barre, on peut prendre prise serrée, on peut prendre prise large, etc. Et puis après, vraiment, quand on sent qu'on a un potentiel, là, on peut commencer à se prendre la tête et à se dire, ok, est-ce que je peux acheter une barre normée? Pour l'instant, je conseillerais la barre américaine, qui est la seule qui est vraiment accessible. Étant donné qu'on a un petit problème au niveau de la barre européenne, la barre FF Force, c'est que c'est une usine ukrainienne qui les produit pour la Russie. Ouais. Donc dans l'immédiat, moi je dirais, voilà, au début il faut juste faire, il y a des barrezettes partout, il n'y a pas besoin de beaucoup de poids, donc c'est assez simple. Si quelqu'un veut se tourner vers un club de force athlétique pour en faire chez eux avec des poids calibrés, pourquoi pas, mais dans l'immédiat, moi je dirais dans une salle de musculation classique, parce qu'aujourd'hui les clubs de force athlétique ils sont pas équipés, ils connaissent pas, et pour eux c'est tout nouveau aussi, même si ça fait partie de la FF Force, c'est quand même niche, et c'est un peu mystérieux pour beaucoup de monde, quoi. Mais du coup, quand tu t'entraînes, tu fais la partie spécifique et un peu de renfo. Ouais. Parce que concrètement, ça engage quel muscle? Parce que nous, on s'en rend pas compte, mais de ce que je peux imaginer, ça engage, comme tu as dit, peut-être un peu les pecs, aussi un peu les épaules, je pense. Oui. C'est quoi, en gros, la chaîne, justement, voilà, musculaire que ça va engager? Alors, sur le début du mouvement, déjà, niveau de la stabilité, on a vraiment le trapèze, hein, voilà, qui va servir tout le long du mouvement. Un peu comme si on faisait une élévation frontale, sauf que là, en plus de ça, on fléchit, quoi. Le biceps, évidemment, forcément. On a les avant-bras, le brachioradial, le brachial. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui va permettre de décoller la barre. Et à partir du moment où on va arriver sur le sticking point, donc vraiment la moitié du mouvement, le moment où la barre va être le plus loin du corps. Parce qu'on a toujours une sorte d'oblique, hein, surtout au début. Au début, on fait une énorme oblique parce que soit on n'arrive pas à appréhender le mouvement, soit on a cette habitude de la muscu de vouloir vraiment faire un curl qui va faire de l'hypertrophie. Donc on va être sur une sorte de perfect curl, on va bouger seulement l'avant-bras. Donc au début, voilà, on va arriver un peu loin avec la barre. Et à partir de ce moment-là, il y a cette espèce de blocage qui se crée avec les muscles qui nous ont permis de démarrer. Et ensuite, ça va être une sorte de mouvement de poussée. Du tirage, on va passer la poussée. Parce que la barre, elle est là. Et maintenant, il faut la monter jusqu'au-dessus du niveau des épaules. Okay. Donc on va sentir les trapèzes qui vont soutenir la barre. On sent le transverse à fond. Moi, souvent, le transverse, plus que vraiment les abdos. Je sens en dessous, à l'intérieur, une pression abdominale de dingue. Okay, ouais. Et on a des fois, si on est en Marcel, on le voit, une grosse contraction au niveau des pecs. Les deltoïdes antérieurs, ils sont en train d'exploser, etc. Il faut pousser la barre et souvent, c'est ça qui va poser problème chez certains. Il y en a comme moi qui ont plus de force au niveau des biceps que au niveau de la ceinture scapulaire. Donc en fait, moi, la barre, elle monte très vite. Et puis arrivé à un certain niveau, c'est peut-être là où ça va bloquer, je vais lâcher, je vais pas arriver à finir le mouvement. Là où des fois, c'est l'inverse. Il y en a qui ont en retard au niveau des biceps. Donc s'ils prenaient une barre mi-mouvement, ils arriveraient à la monter. Alors qu'en fait, le démarrage, ils n'arrivent pas du tout à le faire, quoi. Donc c'est assez complet. Le dos, je fais quasiment plus le dos. Ah et ouais, j'ai quand même vraiment des gros dorsaux, même le grand dorsal, le grand rond, tout ça, ils sont toujours hyper présents. Alors qu'avant, je faisais plein de tractions, plein de tirages, plein de rowing et tout. Et alors je le fais peut-être 2 fois dans l'année avec sur des périodes de 2 semaines, sur des off-saison, etc. Mais sinon, juste le curl, moi, mon dos, il est complet, quoi. C'est fou. Mais attends, parce que du coup, comment tu t'entraînes pour la faire courte? Parce que je te dis, moi, demain, je suis vraiment curieux d'essayer, tu vois, un peu. Je dis pas que je vais faire des compètes, hein. Mais voilà, vraiment, tu sais, d'essayer, je sais pas, de faire un peu... parce que je suis dans une phase où, actuellement, le sport, pour moi, c'est un peu oublié, tu vois. Je suis en train de reprendre. Et voilà, imagine, demain, je veux commencer. Comment je pourrais commencer concrètement, tu vois, de façon tangible? Alors... C'est dur à dire, j'imagine, mais... Le plus simple au début, moi je le divise toujours en... Alors, tu veux voir comment tu commences ou comment je m'entraîne? Parce que tu as posé 2 questions différentes. Vas-y, comment tu t'entraînes, toi? Alors, moi, je fais une montée en gamme au début, c'est-à-dire que j'arrive, je m'échauffe, je prends vraiment le temps d'échauffer à fond les trapèzes, pour éviter tout ce qui est névralgie, parce que des fois, on n'est pas hyper chaud à ce niveau-là, et puis on va se coincer des névralgies d'Arnold, ça s'appelle, se coincer en haut du trapèze, ça m'est arrivé 2 fois par mois pendant 1 an, quoi. Donc, il faut prendre son temps, bien s'échauffer, bien faire de la mobilité, etc. J'utilise des élastiques, hein, j'essaie de simuler le mouvement comme ça avec un élastique. J'isole vraiment le biceps, j'essaie d'échauffer à fond les antagonistes et donc les triceps, hein. Et après, je vais partir sur des gammes montantes, hein. Je commence la barre à vide, puis je fais des sauts de 10 kg, et plus je monte, plus les sauts sont petits. Donc je fais toujours, sachant que là, je vais prendre par rapport à la barre officielle française, qui est 17,5. Donc je commence, je fais 17,5, 27,5, 37,5, 47,5. Normal, la montée en charge, normal. Ouais. Et ensuite, après, là, je vais arriver jusqu'à 50, je vais faire en sorte de mettre 55, puis 60,
puis 65, et à partir de 65, là, je me mets à filmer pour voir la vitesse de la rep. Et effectivement, hein, je diminue le nombre de reps, je fais très peu de reps sur les montées en charge, même quand je suis à 47, même à 37. Quand j'arrive à 65, donc je me filme, et en fonction donc, de la vitesse de cette charge-là, ça va définir à peu près ce que je suis capable de sortir dans la séance sur les charges de travail. Parce que de temps en temps, je vais sentir que c'est facile, mais ça monte pas aussi vite que ce que je peux croire, et finalement, même si c'est plus facile qu'un autre jour, je vais être plus faible à haute charge qu'un autre jour. Ok. Je trouve qu'on en avait parlé avec Alexis, notamment quand il est venu tourner la vidéo, la sensation est hyper décorrélée de la capacité au strict curl. Et d'ailleurs, on voit au niveau des planifications sur les entraînements de force athlétique, si on essaie de les appliquer au curl, ça marche pas du tout. Et du coup, on est vraiment obligé de se regarder vraiment lift pour savoir ce qu'on peut sortir. Donc voilà, ce 65, il est essentiel. Et puis je me filme sur toutes mes reps. Le 70 est également essentiel comme étape pour savoir aussi ce que je vais pouvoir faire. Et en fonction de ça, généralement, je fais des top sets. Soit je fais 4 singles de 1, soit je fais 2 doublés à une charge un petit peu plus faible. Donc je peux avoir des périodes où je faisais, sur mes meilleures périodes, par exemple au début de l'année, 4 fois 1 à 80, par exemple. Et ensuite, je descends sur du 3 x 3, mais à des charges plus légères, voilà, du 60 kg, etc. Donc ça, c'est sur certains modèles d'entraînement, mais ça peut varier. Baptiste Marché, qui est mon coach aujourd'hui, il me fait faire beaucoup de trichés, donc des charges qui sont voilà, du 90 kg, des séries de 4 trichés à 90 kg, etc. Ça peut beaucoup varier. C'est quoi? C'est qu'en gros, tu bouges, tu fais le C'est ça, balancier, t'es pas tête, fesses et épaules, et donc tu peux te permettre de faire des charges beaucoup plus importantes. Et donc, ouais, je vais utiliser à fond les lombaires pour envoyer la barre. C'est à quoi du coup de faire ça? C'est pour peut-être habituer ton corps à pousser plus que ce qu'il pourrait faire? Pour vraiment bosser la seconde partie du mouvement sur laquelle je suis plus faible, parce qu'on va réussir à envoyer des charges que j'arrive pas à envoyer normalement, et vraiment forcer le système nerveux à capter ce que c'est de tenir une charge très très lourde à cet endroit-là. Tu fais 90 kg, ça part pas? Ouais, il me fait faire Là, il y a 2 semaines, c'était 8 x 4 à 90 kg. Waouh! Alors là, je peux te dire qu'à la fin, t'as des courants électriques dans ton bras pendant 2 jours et tout, sachant qu'il y a d'autres exercices qui vont avec, de l'isolé, du curl pupitre, des séries à jusqu'à 70 kg en x8 sur le pupitre, etc. Enfin, vraiment des... Ah ouais, voilà. c'est fou quand même, ok. Bon, ça, c'est la méthode Baptiste. Il va taper à fond dans le nerveux. Après, t'as les méthodes Nicolas Floquet, qui est donc, pour moi, le meilleur athlète français aujourd'hui, un des meilleurs athlètes au monde, toutes catégories confondues. Qui lui va vraiment se tester il va faire des tableaux, il va voir si en ce moment il est plus à même de faire des singles donc des singles c'est une rep, hein, Une rep, ouais. sur des grosses charges, des doublés, ou alors vraiment un nombre de reps plus élevé sur telle charge qu'il n'avait pas réussi à faire avant. Il va se scanner au fur et à mesure de l'année, et lui il a des très très bons résultats avec ça. Il y a tout type de profil. Mais en tout cas, moi, mes entraînements, généralement, on va très très loin dans le nerveux, on va faire beaucoup de volume, on va taper à fond. Et puis après, on va avoir des grosses phases de déload. On va faire comme en ce moment. Voilà, je suis sur du 50% de la charge max pour être en capacité de récupérer un peu mon système nerveux pour s'entraîner avant de partir sur la prochaine compète. Waouh! Et concrètement, par semaine, c'est combien d'entraînements que tu fais? Alors, quand j'étais sur les prépas championnats du monde, je pouvais faire des singles, 4 singles avant chaque entraînement de la semaine, donc 4 fois par semaine. Mais il fallait toujours que ce soit un RPE 8, donc d'une note de 8 sur 10 en difficulté. Et avec 2 gros entraînements par semaine, donc toujours avec des singles au début de ces entraînements-là. Et quand je suis vraiment hors saison, comme en ce moment, même si une compète bientôt, je me considère hors saison par rapport aux grosses échéances, là, il y a 2 gros entraînements de strict curl par semaine. Je ne peux pas faire de single à côté parce que ce serait trop difficile, et que les entraînements qui me donnent, voilà, le 8 x 4 à 80, à 90, Ça me paraît voilà. fou, Ça, c'est des trucs, il faut s'en remettre. Vache, donc 2 gros entraînements, et c'est déjà vraiment beaucoup. Et en général, peut-être que le lendemain, pour récupérer, je fais un peu de pump le matin pour vraiment congestionner et récupérer. C'est ça, le plus difficile, c'est de récupérer de ces entraînements-là, parce qu'on va taper très loin dans le nerveux. Mais bon, jusqu'aujourd'hui, c'était probant. Mais je dis pas que ça marche pour tout le monde, ça marche pour moi. À cette étape de ma progression, et une autre étape, il a fallu que je fasse des trucs un peu plus soft, plus dans la méthode, plus dans le geste, etc. Voilà.
Et tu vois, vu que c'est un sport, on va dire, je sais pas quel âge ça a concrètement, mais on va dire ça arrive de plus en plus, ça commence à se faire connaître. Est-ce qu'on n'est pas aussi à un stade où on teste plusieurs choses? Parce que forcément, vu que c'est peut-être un sport qui est pas aussi ancien, j'en sais rien, que le foot ou peu importe, bah, peut-être qu'on a moins de réponses qu'on pourrait avoir dans ces sports-là. Et on sait très bien que dans ces sports-là, comme au tennis, bah, on a vu que bah, au fil des années, bah, la prise, elle a changé. Tu vois, on a fermé la prise pour donner plus d'effet à la balle. Concrètement, actuellement, au street curl, où est-ce que vous en êtes justement dans cette étape-là, où tu expérimentes pour bah, voilà, progresser, quoi. Bah, ce que tu dis justement, c'est complètement ça. C'est vraiment, aujourd'hui, il n'y a aucune littérature. Il n'y a rien du tout. Si tu veux faire du développé couché aujourd'hui, il y a quasi... Alors, il y en a qui vont dire c'est pas vrai, mais il n'y a plus de secret. C'est-à-dire qu'un bon préparateur physique aujourd'hui, il va suivre une méthode d'un préparateur physique comme Josh Bryan, et il sait où il va t'amener. Au pire, si ton préparateur il te va pas, le problème, c'est pas la méthode qu'on connaît aujourd'hui, c'est peut-être ton préparateur, parce que on sait comment faire progresser un athlète au développé couché, parce qu'il y a eu des tests, il y a eu des études, il y a eu des expériences d'athlètes au fur et à mesure des années. Il y a des mecs qui ont fait des programmes de force de développé couché dans les années 1890, donc ça fait longtemps qu'on sait comment on fait. Le street curl, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut imaginer quel est l'équivalent des autres sports de force et le mettre sur le street curl, mais aujourd'hui on est complètement en exploration et on voit ce qui a marché à un moment, ce qui marche moins que ce qu'on fait maintenant, mais après tu as toujours des mecs, comme je reprends encore une fois Nicolas Floquet qui teste et qui fait ses méthodes à lui. En ce moment il est probablement en train de découvrir des méthodes d'entraînement auxquels certains n'ont pas pensé, qui vont peut-être se répandre, ou alors qui vont peut-être être rendus obsolètes par une autre personne, etc. Donc là, il y a vraiment pas mal de gens qui sont en train de tester des choses, et c'est ce que fait voilà, Baptiste Marchais sur les entraînements qu'il me donne. C'est-à-dire que lui, il a son passé d'athlète, son présent d'athlète en street curl aussi, et ses échanges avec les différents préparateurs physiques, dont Josh Bryan, entre autres. Donc avec ça, ils réfléchissent à pas mal de méthodes et ils testent beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, il est à peu près sûr de là où il va, mais ça reste du test. Je trouve ça incroyable, c'est ça qui est fascinant justement. Tu sais, quand t'as une discipline comme ça qui... En fait, t'es un peu le cobaye aussi du coup. Toi, tu le testes concrètement. Je trouve ça fou. Par contre, je me rendais pas compte que peut-être que, comme tu disais, l'importance de se filmer dans ces sports-là, parce que souvent on parle de l'importance de se filmer, mais je me rendais pas compte que c'était à ce point-là important, tu vois, pour après évaluer ta charge. Alors moi j'ai vu la différence à partir du moment où j'étais obligé de me filmer pour envoyer mes séries à un coach. Oui. Et en fait je me suis rendu compte que plus je me filme, plus je m'observais. Et plus je m'observais, plus je visualisais la barre. Et les moments où je ne me filmais pas, j'arrivais pas à me dire « Ok, comment je me suis posé sur cette barre-là? Est-ce que vraiment je me suis posé comme j'imaginais? Ou est-ce que j'ai fait... le geste d'une certaine manière, la prise d'une certaine manière, etc. Donc il a fallu que je me force à me filmer à chaque fois pour vraiment, à chaque fois, chaque série, je regarde, je redécompose, je la mets en arrière, en avant, en arrière, je regarde comment j'ai pris la barre et tout. T'as un vrai taf, après tu fais du coup d'analyse, quoi. C'est ça. Voilà. Tu regardes le mouvement, c'est fort. Donc, alors certains diront que bon, le street curl c'est un sport qui est con, hein. Tu prends une barre, tu tires, tu curls, mais il y a quand même... C'est ça que j'aime bien, c'est que non, du coup non. Oui, bah exactement. Je savais que c'était non, c'était évident, mais... Il y a un moment où je pense qu'entre deux personnes qui sont très fortes, va y avoir ce côté d'analyse et de micro-paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Je sais pas si je suis littéralement le mec le plus fort dans mon sport parce que je suis le plus fort physiquement, mais je sais que j'ai mis en place plein de paramètres qui font que pour l'instant j'ai gagné mes compétitions. Je vais probablement me faire rouler dessus par les athlètes dans 10 ans, et je l'espère, parce que ça voudrait dire que le sport il aura avancé. J'espère que d'ici là j'aurai progressé. Mais en tout cas, je suis persuadé que tous ces micro-paramètres rentrent en ligne de compte. C'était le cas, je reprends encore une fois, pour le développé couché, c'est le cas pour l'haltérophilie. Donc pourquoi pas pour le street curl. Et moi, pour te dire la vérité, quand je pensais à street curl, je me suis dit, putain, ça c'est la meilleure façon de s'arracher le biceps. La pensée, je l'ai vite retirée de ma tête, tu vois. Mais justement, je fais exprès de te poser des questions un peu comme ça, parce que c'est la question que se posent les gens. Bah oui. Tu vois, ils vont tous se dire, ce sport, MDR, les mecs ils font n'importe quoi, ils vont juste s'arracher le biceps. Bah non, parce qu'on a vu que du coup, tu montes en charge, etc., ce qui est évident, mais voilà, je pense que tout le monde pense pas ça. Mais concrètement, c'est vrai que la blessure, est-ce que c'est quand même un facteur qui est présent
est-ce que ça arrive souvent quand même de se blesser malgré tout? Parce que bah, je sais pas si, en fait, si le biceps de base est fait pour soulever aussi lourd, tu vois. Je sais pas si l'être humain a été fait aussi, tu vois, dans sa création pour faire ce type de mouvement, tu vois. Voilà, est-ce que ce risque de blessure il est peut-être euh, présent malgré le fait que tu aies un échauffement qui est précis, ou est-ce qu'avec l'échauffement et avec tout ce qui est mis en place, au final, tu as très peu de risques de te blesser? Je commence par le non, parce que la grande question, c'est les gens vont se déchirer le biceps. Ah oui, Et ça, forcément, les gens y pensent. Ils ont vu des personnes faire un curl pupitre en barre droite, se péter les 2 biceps. Je pense à une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux. En tout cas, des ruptures du biceps, on en a vu beaucoup. En compétition, je ne connais aucune personne qui s'est pété le biceps. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est jamais arrivé. Des gens qui sont un peu fait mal et des tendinites à droite à gauche en c'est le compétition, sport, oui. ça c'est le sport. Moi j'appelle ça de l'usure, j'appelle pas ça vraiment une grosse blessure sur le moment, un truc qui se déchire et qui claque. On est dans une position assez safe. Et c'est aussi pour ça qu'on prend, je reviens sur cette histoire du valgus, on est dans une tension barre à vide qui est complètement nulle. Mon tendon il est pas tiré quand je suis en position de base. Donc voilà, je prends ma barre et je sais que la tension elle n'arrive qu'à partir du moment où je me mets à tirer. Là, c'est assez safe, déjà à ce niveau-là. Il y a aussi le fait que la plupart du temps, les athlètes de strict curl, bah, ils s'entraînent au strict curl, donc au fur et à mesure, leur tendon, il s'adapte, habitués, bien sûr. le corps s'adapte. Et moi, je pense que l'humain, il est fait pour soulever des charges. On a soulevé des grosses charges, voilà, les paysans, les fermiers, pendant des milliers d'années. Et ce mouvement-là, c'est le mouvement de base. Tu prends quelque chose, tu le prends. Voilà, tu le chopes vers toi. Tu le fais pas strict, mais c'est quelque chose on est fait pour le faire. Alors de l'usure, ça, on va avoir. Moi, j'ai des tendinites qui sont assez régulières. Ici, j'ai mal. De temps en temps, j'ai mal au brachio-radial à ce niveau-là. Des fois, c'est de la fatigue. Des fois, c'est un mauvais échauffement. Des fois, c'est un exo qui est annexe au niveau du strict curl. Mais sur une grosse blessure, c'est comme le bras de fer. Il y a des mecs au bras de fer, ils se pètent le bras parce qu'ils se mettent dans une position dangereuse et ils vont faire cette torsion au niveau du... j'oublie le nom de l'os. Je ne Mirus. sais pas ça. J'en ai aucune Bref, il y a idée. une torsion au niveau de l'os quand les gens se mettent de côté, qui pensent que le bras peut suivre, et il y a une coupure, une cassure qui se fait nette. Sauf qu'on voit en compétition, chez les ferristes, des gars qui vont se mettre dans cette fameuse position interdite. Alors bon, eux, ils le gèrent déjà bien, mais ils vont se mettre dans cette position-là, et ils vont envoyer des à-coups vraiment de malades mentaux, parce qu'ils ont la structure qu'ils ont travaillé, qui est capable d'encaisser ça. Un débutant, lui, il va se péter le bras. Ah ouais, ça arrache tout, le mec. Ça, c'est sûr. Ouais, laisse tomber, ouais. Alors, dans l'idée, au strict curl, c'est un petit peu pareil, sauf que il y a une différence, c'est que tu seras jamais assez fort pour te blesser. Si tu te blesses, c'est que tu as fait une connerie à côté. Quand la charge est trop lourde, elle ne monte pas. C'est tout. Ah Voilà. ouais, Ça, c'est... on prend la barre, on est en bas, et puis... tu le sens de toute façon. Mais je pense qu'en fait, le premier souci, c'était la barre en fait. Parce que déjà, quand tu vois, quand t'as une barre droite, bah, moi depuis tout petit, hein, la muscu, j'ai commencé peut-être vers 15 ans aussi, mais j'ai quasiment jamais fait de biceps avec une barre droite. Ça me faisait trop mal. J'ai toujours Ouais. pris une barre, tu vois, un peu incurvée, parce qu'en fait, c'est la prise naturelle. Même là, quand je suis comme ça, bah, j'ai pas les mains comme ça, tu vois. Parce que déjà, là, tu sens que t'as une tension de fou. Ouais, tu dois faire un effort Ouais, t'as une tension pour de fou. supiner les mains. Bien sûr. Donc, le problème, c'est la barre droite. Alors, au niveau de l'histoire du curl, dans les années 50, c'était au JO. Mais non. C'était au JO. Ok. Alors c'était au JO, mais c'était du curl pas strict. Ça faisait partie de la force athlétique au moment où ça y était. Et donc les mecs envoyaient la barre sur une barre droite, barre olympique, et puis ils se pliaient en deux, et ensuite Ouais, t'envoies tout le ils corps. raquaient la barre sur eux, et puis ça montait, puis ensuite ils se redressaient. Bon, il y a des images, hein, vous mettez JO, JO aller curl voir. sur internet, Je vais il y a regarder. des espèces d'images de mecs pliés en deux, c'est incroyable. Ça a été supprimé de la force athlétique dans les années... assez tard, hein, dans les années 70, au moment où en fait l'IPF a été créée, donc la Fédération internationale de force athlétique. Déjà pour des raisons d'arbitrage, parce qu'il y avait 5 mouvements, le développé militaire, le curl, pas le strict curl, et puis ce qu'on a aujourd'hui, squat, développé couché et soulevé de terre. Donc tous les autres mouvements, c'était un mouvement qui pouvait être assez propre, assez normé. Un mouvement comme le curl, comme il l'imposait pas en strict,
C'était difficile à arbitrer, pareil pour le développé militaire qui était du développé couché debout, quoi. Donc ils l'ont viré et ça permettait aussi d'avoir des compétitions qui duraient pas toute une journée. Parce que 5 mouvements, je peux te dire, x3... Même nerveusement, à la fin, t'es rincé. Ouais, c'est ça. Donc, mais bon, force athlétique, voilà, les mecs, ils étaient athlétiques, ils savaient tout faire. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on a ce qui est arrivé dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire les barres Z et surtout le vrai street curl, c'est revenu dans les années 2000. C'était un truc un peu plus street, West Coast américain. On avait un gym contre un autre gym, c'est-à-dire le mec le plus fort de ce gym qui peut street curl tel bar. Et on va essayer que le mec de notre gym il soit capable de street curl tel bar, etc. C'était un peu des petites compètes comme ça. Ensuite, des compètes de plage sur Muscle Beach, etc. Vraiment dans les endroits iconiques plutôt pratiqués par les gens qui venaient de la musculation et du body, pas des gens de la force. Je pense à City Fletcher, qui est le premier homme à avoir fait plus de 100 kg street curl. Il a fait 102 kg sur une barre Z un peu dégueulasse. Donc le mec était absolument monstrueux. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu vraiment sérieux parce que les gens ont vraiment voulu s'y mettre à fond. Donc on a eu des gars, Denis Pilekov, un mec un gros nom du bras de fer, surtout des 15 dernières années, qui a fait le premier 113 kg au street curl. Et après, voilà, ça s'est développé à fond. Leroy Walker, premier américain à passer 114 kg sur la nouvelle barre normée. Ce que j'ai noté, ouais. Et ensuite, on a eu les Russes qui sont depuis quelques années, on va dire moins de 5 ans, en train de battre leur propre record assez régulièrement, même si on sent que là, il y a un petit palier qui est en train d'être atteint. La barre des 114 kg, c'est déjà un palier qui est quasiment imbattable pour l'instant. Il y a un seul gars qui, sur la même barre qu'on a en France, a passé 117. Et sur une barre qu'ils ont pris exprès pour faire des records, une barre très très serrée, très très neutre, pour pouvoir limite faire un rowing avec, le même gars, donc, qui s'appelle Dimitri Zermakin, lui a passé 122,5. Donc ça, c'est le street curl le plus lourd qui a jamais été fait en compétition. 122,5, combien il pèse? Lui, je crois qu'il pèse 137 kg, un truc dans le genre. Peu importe, je serais curieux de voir comment il fait Aurélien Lejeune, tu sais, le strongman. Tous les strongs de France en street curl. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il ait les 90. De toute façon, je le reçois jeudi dans le podcast. Mais je pense qu'il... Ah, tu le reçois jeudi, putain, incroyable. Ouais. Alors, il est venu nous voir à une compète de curl. Ok. Il était un peu blessé, donc il a pas voulu essayer. Oui, il était blessé, il m'a dit, ouais. Il s'était déchiré le mollet, je crois. C'est ça, ouais. Et je pense qu'il a un potentiel énorme parce qu'il fait des super cheat curls assez propres, quand même, à 100 kg. Mais c'est vrai que le street curl, dès que tu te mets tête, fesses, épaules contre une plateforme, si t'as pas l'habitude, il y a une vraie barrière qui se crée. On a fait essayer à Tango. Ok. Voilà, qui est venu sur l'Open de Saint-Germain. Il a fait combien, Tango? Alors, il a pas essayé au-delà de 67,5, mais il a capté la châtaigne que ça pouvait mettre. Oui, il s'est dit, attends. Je pense qu'il a... Ouais, voilà. Tango solide aussi. Hein. Ouais, très très solide, je pense qu'il a un potentiel de fou, mais sur le premier test, c'est toujours une petite claque, parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait, de faire lourd sur ces mouvements-là. Donc, pour terminer sur ta question, voilà, de est-ce qu'on peut mettre ces charges-là sur des muscles comme ça, c'est une question de proportion. Hein. On peut mettre les charges que le muscle est capable de porter, tout comme sur les pecs, on va mettre des charges qu'on est capable de porter, sur les quadriceps aussi. Donc voilà, faut adapter. Mais tu vois, là on parle de charge, en effet, c'est 122, 127, tu m'as dit 122,5. 122,5, tu vois, le record du monde. Mais en fait, je me dis, est-ce que le record du monde... En fait, j'ai pas la notion du nombre de pratiquants dans le monde entier, tu vois. Mais est-ce que, forcément, si demain, parce que c'est un sport qui se démocratise de plus en plus, est-ce que tu as peut-être des profils, tu vois, qu'on n'a pas encore dénichés, qui justement ont le potentiel de chercher ces records-là, ou est-ce que cette limite-là, c'est vraiment la limite humaine? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que on connaîtra peut-être de notre vivant un mec qui aura fait 140. 140? Peut-être un jour. Waouh. Et encore, je suis même pas sûr. Je pense que déjà, la barre des 130 va être une vraie limite. 130, on va les atteindre. Je pense que c'est Dimitri Zermakin qui a passé son 122,5 qui va les passer sur cette barre très très serrée. Après, le truc c'est qu'on a encore une fois pas de recul. Bah oui. C'est ça qui est incroyable. Ouais, parce que moi j'ai envie de savoir ce que les gens peuvent faire. Et régulièrement, je vois des gars qui sortent des dingueries.
Il y a des sports où il y avait peu de pratiquants, mais les mecs ont fait des records qui ont mis 20 ans à être battus. Donc pour l'instant, même s'il y a peu de pratiquants, les gens s'y sont tournés parce qu'ils étaient déjà forts sur ce mouvement, qui se sont dit où est-ce que je peux montrer que je suis fort. Parce que des gens qui sont forts au biceps et qui font de la muscu, il y en a plein. C'est juste qu'il y en a qui ont été jusqu'à faire de la compète, chercher comment montrer qu'ils étaient forts et puis se mettre en mode à fond sur ce sport-là, quoi. Donc peut-être qu'on va se faire écrabouiller nos records très très rapidement quand ça va se démocratiser, ou peut-être que finalement on est déjà proche de certaines limites et que on va tomber au fur et à mesure des années sur plus de gens qui font des perfs par exemple similaires à celles que je fais, mais avec peut-être 0,5 kg de plus, 1 kg de plus, etc. Parce que faut savoir que sur une barre de strict curl, encore une fois, hein, je prends les deux antagonistes en termes de capacité de force, soulevé de terre et strict curl. On va prendre un comparatif, hein, 2,5 kg sur une barre de strict curl, c'est équivalent à 15 kg sur un soulevé de terre. D'accord, ok. Donc, Ouais. déjà, des écarts de 2,5 kg entre deux athlètes, c'est phénoménal. C'est ce que tu me disais justement quand on arrivait ici, Ouais. que le 2,5, le 0,5 a son importance. C'est ça, on fait des sauts de 0,5 en compétition. Pas juste pour les records. On peut, voilà, le mec peut choisir 71,5, 72, 72,5, etc., etc. Parce que il y a des fois des barres qui passent très très bien à, voilà, je vais dire 70 et 70,5, ça passe plus du tout. Parce que ça représente quand même une vraie différence. Mais tu vois, là, quand on parle des records, etc., qu'est-ce qui fait que justement on pourrait chercher plus haut? Est-ce que c'est une prise de force ou est-ce que c'est ta technique que tu améliores? Ah, c'est parallèle. Déjà, la technique, En fait, je me rends pas compte, tu vois, le gap, tu vois, je prends des sports de raquette que je maîtrise à peu près, tu sens que voilà, tu peux modifier la prise, tu peux, ton geste, tu peux le modifier aussi. En fait, je me rends pas compte à quel point t'as un panel technique, tu vois, sur ce mouvement-là. alors déjà, je sais que si je prends mal la barre, c'est foutu. Ok. Ah, clairement, je peux avoir des écarts Dès le départ, t'as une prise en main. C'est ça, voilà, ok. faut vraiment capter la prise en main, capter ce qui marche pour soi, parce qu'il y a des prises en main qui marchent bien pour moi, notamment en fonction des différents facteurs morphologiques. Voilà, moi j'ai un valgus très prononcé, et par exemple sur la barre américaine qui est assez large, voilà, la barre américaine, on a le choix de le prendre en large ou en serré. D'ailleurs, il y a un peu cette espèce de débat entre qu'est-ce qui est mieux, le large et le serré, c'est comme sur le soulevé de terre, le sumo, c'est censé être triché, c'est-à-dire avoir les pieds larges. C'est vrai. Traditionnel, c'est censé être le vrai curl, les gens ont tendance à dire que le large, c'est le vrai curl, et le serré, c'est triché. Voilà, bon, peu importe. En tout cas, moi, mes facteurs génétiques font que je suis mieux en large, et que une fois qu'elle a dépassé un certain niveau, j'ai même plus à tirer, j'ai juste à serrer les coudes et elle monte toute seule. En fait, j'arrive à ce niveau-là, et je convertis, et la barre, voilà, je la fais juste glisser jusque moi, quoi. Donc, la prise que je vais prendre va dépendre de ma génétique et ma morphologie, mais il y a des choses qui vont pas du tout marcher pour moi et qui marcheront pour quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un qui sera très fort sur des exercices de bras de fer, du tirage justement, pour ceux qui font du top roll, qui tirent avec l'avant-bras, qui utilisent beaucoup les trapèzes, il va plutôt privilégier d'autres types de prises, plus à l'intérieur. Donc, ça va varier d'une personne à l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que ça va avoir une influence. La manière dont tu vas appréhender ta barre, et après, en fonction de comment tu vas la tirer, il faut réussir à faire un curl qui soit propre, qui te permette d'utiliser tes muscles correctement, mais d'un côté, il ne faut pas que tu envoies ta barre à 30 km. Il ne faut pas que tu fasses un curl où tu l'envoies comme ça, et là, tu vas perdre 10 fois trop de force. Donc, l'aspect technique, voilà, il va te faire gagner ou perdre un potentiel de force, parce que tu auras un bras de levier plus ou moins désavantageux, etc. Mais ça reste un sport de force, donc le but c'est quand même de gagner de la force pure. Donc je vois là il y a certains jeunes qui se mettent au strict curl et qui sont dans l'optimisation. Voilà, ils se disent ok, peut-être qu'avec cette technique je serai plus fort, etc. Ah, moi je dis au début essaie juste d'être plus fort et après tu t'intéresseras à comment optimiser, tricher un petit peu. C'est le jeu, hein, tout le monde essaie de tricher un petit peu pour avoir des meilleurs perfs. Mais forcément, les deux sont hyper complémentaires et les deux sont essentiels. Voilà, encore une fois, deux mecs qui seront très très forts, qui ont vraiment un gros capital physique et qui seront vraiment bien entraînés pour ce sport-là. Celui qui va tabler sur une meilleure technique et qui va avantager ses bras de levier, il va gagner, il va faire mieux. Bien sûr. Et quand tu parles de prendre de la force, est-ce que ça veut dire que du coup, avant d'essayer peut-être à se mettre au strict curl de façon vraiment sérieuse, faudrait commencer par faire de la muscu ou un autre sport, tu vois, qui développe justement ta force? Ou est-ce que tu pourrais commencer directement par le strict curl? Alors, moi je suis de l'école à déconseiller de commencer directement par la force.
pas parce que c'est mauvais ni rien, parce que je pense que beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans le feed game par la force, notamment tous ceux qui sont fans de Silent Worker, du groupe de Pana, etc., il leur manque un gros capital musculaire. Voilà, une structure au niveau de leur corps qui est assez absente, on en voit de plus en plus, des mecs, tu vois, ils font 1m80 et ils disent « Ouais, je veux faire les minima pour les championnats de France en moins de 66 ». Tu te dis « Mais c'est complètement dingue, t'es loin de ton potentiel et puis t'es désavantagé morphologiquement avec ta taille, etc. » Donc là, gagne de la viande et après, t'auras ton potentiel. Moi, j'explique toujours avec ce schéma de potentiel max nerveux par volume musculaire en disant voilà, toi tu as 100 connexions max musculaires, je schématise à fond, essaie de te faire un muscle qui aura 400 connexions max musculaires, peut-être que tu n'auras pas fait tes connexions tout de suite, mais une fois que tu vas te mettre à faire tes connexions, là tu peux atteindre tes 400 max. C'est clair. Donc commencer par la muscu, je pense que c'est vraiment essentiel, et de toute façon on voit les mecs qui sont bons en force. Aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes qui ont un passé de muscu, ou alors en parallèle qui font beaucoup de renfo. Je reprends Pana, c'est un mec qui a fait de la muscu avant. Baptiste Marchais, il a fait tout pour le développé couché au départ, mais il a fait beaucoup de renfo pour faire vraiment de l'hypertrophie, pour avoir les muscles nécessaires pour être meilleur. Donc ça reste comme un sport où tu utilises tes muscles. Donc plus ton muscle est gros, plus tu as des chances d'être plus fort. Tu vois, j'ai remarqué un truc, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais tu vois, je te disais, moi, ça fait 6 mois que le sport, même plus, en vrai, ça fait quasiment, je sais pas, 1 an même, que le sport, j'ai pas trop fait ça sérieusement. Mais en fait, vu que j'ai commencé, tu vois, vers 14 ans, à bench tous les jours, quasiment, en fait, je trouve que plus tu commences tôt la muscu, en fait, ça te fait une carcasse. Ouais. Et ce qui est fou, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai pas trop d'espoir, mercredi, quand on va faire la vidéo, je sais pas combien je vais faire. Mais en tout cas, j'ai pas ce truc de me dire, j'ai un risque, je sais pas, peut-être de me faire mal. Non, parce que je sais qu'en fait, ça fait quand même, tu vois, 10 ans que je m'entraîne plus ou moins sérieusement. Et c'est ça, en fait, faut faire de la masse, et ça prend du temps. Tu vois, ça prend du temps. Mais je suis quand même content d'avoir commencé le sport tôt, et la musculation, notamment, parce que ça te crée, ça te fait une carcasse, en fait. Ça c'est clair, mais imagine, du coup, c'est comme un dilemme pour un mec qui a 20 ans, il commence la muscu maintenant, il est motivé par les sports de force, et on lui dit, ouais, prends ton capital musculaire, prends du temps, ça va prendre 4 ans, par exemple. Ça prend du temps, ça prend du temps. Et alors que nous, moi, je suis comme toi, je commence à 13 ans. Quand tu commences jeune comme ça, bon, t'as plus de temps, t'es peut-être moins exigeant sur le résultat que tu veux avoir, même si tu veux avoir tout très vite. Donc le capital, tu l'as déjà fait, alors que quand tu commences tard, t'as l'impression d'avoir moins de temps, tu vois, tu veux tes objectifs un peu plus vite, mais malgré tout, je pense qu'il faut avoir un petit peu de patience et au moins s'axer sur l'hypertrophie qui concerne le sport que tu vas pratiquer. Voilà, t'es pas obligé de te faire des jambons énormes au niveau des jambes, mais si tu fais pas de muscu au niveau des biceps, tu vas avoir un problème. Je pense à un athlète, Benjamin, hein, je te fais un petit coucou, qui au début a voulu absolument optimiser, il s'est mis à fond dans le curl parce que juste le mouvement il a kiffé, mais au début il faisait des mouvements hyper bizarres parce qu'il n'avait pas la base pour le sport, c'est-à-dire la force sur les biceps. Il avait une bonne force grâce au soulevé de terre au niveau de la ceinture scapulaire. Donc à partir du moment où la barre dépassait un certain niveau, ça montait tout seul. Par contre, pour le démarrage, c'était catastrophique. Il y avait un déséquilibre au niveau des bras. Et là, à force de faire du matraquage, il commence à faire vraiment de la muscu et s'axer pour faire de l'hypertrophie. Et ça commence à se corriger. Son mouvement, il devient propre et il devient de plus en plus fort. Et ça monte quand même assez vite en termes de perf, je trouve. Donc la preuve est que son manque de muscles au début, c'était un handicap. Et que le fait d'en gagner de plus en plus, c'est un avantage. Et du coup, ça voudrait dire que le bras de fer, pardon, excuse-moi, salut Raphaël, que le street curl, ce serait en fait un sport, où pour performer, il faudrait quand même atteindre une certaine maturité musculaire, du coup. Donc tu serais plus, du coup, peut-être les meilleurs auraient peut-être, je sais pas, tu vois, peut-être ton âge, tu vois, t'approches la trentaine, entre 28 et 33 ans, quoi. Alors, je vais donner un exemple. Je salue John Cooper qui était donc au championnat du monde. Voilà, il parle pas français donc il comprendra pas. Mais donc John Cooper qui est le champion du monde depuis 14 ans sur les moins de 90 kilos.
Le mec, il a monopolisé Ah le ouais, truc. le mec, c'est le strict curl. Oh la vache. Aujourd'hui, c'est toujours le meilleur. Il a fait assez récemment le record, donc son propre record qu'il a encore battu. Là, cette année, il a 50 ans. 50 ans et c'est encore le boss? C'est encore le boss. Le mec Ok. était derrière moi, qui était deuxième au championnat du monde en 2024, en moins de 75. Il a fait sa dernière compétition de strict curl, il avait 62 ans. C'est le seul sport, alors peut-être avec le bras de fer, on voit des mecs, je pense à un mec qui s'appelle Alan, je sais plus quoi, mais il y a des gars dans le bras de fer qui Alan vont Barberis? peut-être un gars vraiment un papy qui fait... Ah non, du- c'est pas Alan, excuse-moi, Alan. Non, Il non. va me- Ah non, Alan, tu penses au numéro 1 français. Bah oui, Non, 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 mais c'est oui, pour ça que je me disais, attends. Non, non, genre, ouais, on salue Alan aussi. Bien sûr, Alan, salut. Non, non, je pense à Alan, je crois que c'est Alan Walker, je crois que c'est ça Ok. son nom, un Américain qui a bien dépassé la soixantaine, qui est encore très très fort. Bon, peut-être qu'il y a le bras de fer comme exemple, mais le strict curl, moi, c'est le seul exemple que j'ai avec des gens qui sont bien meilleurs au-delà de la cinquantaine que des mecs qui ont 20 ans, même 30 ans. Ce qui est bizarre, parce que normalement, ton taux de testo, il diminue. Donc normalement, t'as moins de force. Bon, je fais un raccourci Ouais. vraiment nul. Mais J'ai pas l'explication, ouais, c'est ouf. mais peut-être que le système nerveux central a encore assez de jus au fur et à mesure des années pour permettre de recruter cette zone-là. On voit bien que dans le strong, dans Oui, la on force remarque, oui, athlétique, oui, oui. dans l'haltéro, ça décline assez vite après 30 ans, quand même. Malgré tout, dans ce sport-là, les gars, c'est quand même les boss. John Cooper, donc à 89 kg, il faisait quand même un curl à 92,5. Donc plus tu augmentes en termes de poids de corps, moins tu seras en capacité d'avoir un ratio de 1 sur 1. Et au bout d'un moment, c'est impossible. D'ailleurs, nous, on utilise pour la médaille au ratio le DOTS. Oui. Donc pour avoir quelque chose de juste, ça favorise plus la charge que le ratio. Sinon, tous les mecs qui sont en moins de 67, ils gagneraient sur le ratio. Parce que quand tu es un bon athlète en moins de 67, tu dois faire ton poids de corps en termes de curl. Ce qui est énorme, hein. Mais Ouais, si c'est- tu veux être ouais, ouais. compétitif, tu dois faire ton poids de corps. Ok. En moins de 75, tu commences déjà à trouver très très peu de curl au poids de corps. Moins de 80, c'est le top 3 qui le font. Et puis après, c'est Versailles. Tu vois. Ça devient quasiment juste les records du monde, des gens qui font leur poids de corps. Donc la preuve, Mathis Marché, encore une fois, qu'on salue, On salue Baptiste. qui donc a fait au championnat du monde cette année au Arnold dans l'Ohio. Il a fait le record du monde. En tout cas, fédé américaine, fédé testée, etc. Des moins de 100. Donc lui, il était à 99 kg et il a fait une barre à 95,7. 5,7, 0,7. Parce que c'est un pound, enfin pas un pound, non, c'est en. C'était en pounds, on avait la Ok. possibilité de faire quasiment tous les types de poids. Donc voilà, 95,7. Ou 750, hein, peu Ouais, importe. ouais, En tout ouais, cas, il a ouais. mis 95,7 sur les records, sur le tableau, sur le site de la Fédération américaine. Et ce record du monde n'est pas du poids de corps. C'est-à-dire qu'au niveau de la catégorie de Baptiste, pour être un curl de 1 sur 1, tu arrives au niveau des fédérations où les mecs sont très chargés, en Russie, etc. Ce que j'allais dire, parce que tout à l'heure on parlait des pays de l'Est, ça monte aussi beaucoup là-bas parce que je pense que les mecs, ils mangent pas que des lentilles et du brocoli, quoi. C'est ça. Mais bon, que ces gens-là aient des fédérations pour le faire. Oui, après, si c'est entre guillemets, si tout le monde a les mêmes règles du jeu, C'est ça, voilà, exactement. C'est le pas de souci en spectacle. soi, tu vois. Et c'est ce qui fait que eux ont peut-être des compétitions qui sont moins reconnues interfédération, on va dire, en termes de légitimité, parce que c'est un peu plus le freak show dans le sens où, voilà, bah, c'est pas testé, donc forcément on prend ça un peu moins au sérieux, mais ils sont plus populaires sur les réseaux, parce que les mecs font des perfs qui sont hallucinants. Donc moi j'avais, en tout cas sur la fédération américaine, donc j'ai encore le record du monde aujourd'hui des moins de 75. Donc à 74 kilos, j'ai fait Tu sais, 77. tu me dis ça normal et moi je te dis ouais, comme si c'était normal, tu vois, tu sais, tout est normal. Mais c'est le minimum. Et tout le monde se doit d'essayer de battre mon record. Mais donc c'était 77,5. Voilà. Sur une fédération qui n'est pas la même, il y a Mikel Santos, champion espagnol, qui avait passé les 80 au championnat d'Europe. C'est pour ça que j'ai été vice-champion d'Europe alors que je suis champion du monde. Mais il n'était pas là au championnat du monde. Donc ça, c'est les records, on va dire 80 du coup, pour les moins de 75, pour les records naturels. En compétition non testée, on a Andrei Kachalin, qui est quelqu'un qui a
capacité de faire des water cuts, donc des cuts Oui. hydriques, les quelques jours C'est avant ça la qui rentre en compétition, compte aussi, vrai, de ouf, ouais. que on est tous obligés de faire hein, Oui. pour rentrer dans la catégorie. C'est juste qu'il y a certains gars, avec les produits, les diurétiques, etc., ils vont cut jusqu'à 14 kilos, qui sont des dingueries. Le mec, qui passe de 88 à 74. Et après, du coup, le jour de la compète, il a combien quand il remonte en charge? 84, 85, truc dans le genre. Waouh. Donc Ah ouais. les gars ils se mettent sur un brancard, on fait une intraveineuse avec des glucides Putain, la vache. et les gars, c'est des éponges quoi. Oh, le mec, c'est un laboratoire, quoi. Et le gars, c'est lui qui a le meilleur dodge de l'histoire, donc toute fédération confondue. Il a quand même en moins de 75 passé les 100 kilos sur cette fameuse barre un peu bannie quoi. Ouais. Il a quand même passé 100 kilos. Voilà. 100 Donc le gap entre les gens qui sont chargés et les gens qui sont naturels est assez astronomique. Hein. Bah, c'est quoi, c'est 20% quasiment, du coup? Ouais, à peu près. Entre Ouais, 15 et 20%, quoi. ouais c'est ça. Voilà, vache, t'imagines, c'est énorme. Et par contre, il y a un point qu'on a abordé assez rapidement, mais je trouve qu'il est intéressant quand même. C'est sur le fait que bah, c'est un sport où les personnes qui performent peuvent, tu vois, on va dire, performer plus tard que dans certains sports. Et est-ce que du coup, le curl, ce serait pas un moyen aussi de peut-être, tu vois, conserver une certaine, je sais pas, forme physique, tu vois, chez les personnes qui sont âgées? Alors, déjà, de manière générale, je pense que la musculation, Oui, voilà, c'est prouvé, hein, c'est c'est ça. l'un des meilleurs sports, hein. De plus en Ça. plus, on le fait faire en EHPAD. Je Ouais. pense, je crois que c'est quelqu'un qui est passé ici, qui a dit qu'aujourd'hui, on donne de la créatine en EHPAD. Ouais, c'est Florent Jacob de Nutrimer. Oui, oui, voilà, c'est ça. Je me disais que je l'avais je l'avais entendu ici. Et de toute manière, voilà, pour se préserver au fur et à mesure des années, la musculation, c'est game changer. Par contre, je pense que les sports de force peuvent apporter quelque chose de plus en termes de voilà, capacité de préhension, de recrutement nerveux, de recrutement, voilà, quand on est fait un exercice polyarticulaire, quelque chose qui va vraiment utiliser beaucoup de ressources dans le corps, on va stimuler les hormones, etc. Et le curl, on voit que les personnes sont capables de le faire de plus en plus tard. Je pense que les personnes qui font ce sport-là et qui ont la soixantaine, en tout cas de mon point de vue, ils ont l'air d'avoir un âge physique qui est bien en dessous du leur. Et je pense qu'en effet, c'est un sport qui s'adresse aux masters. Clairement. Et ça s'adresse aux masters dans le sens où déjà, ils peuvent être compétitifs tard. Et on peut voilà, sentir qu'on a encore des capacités qui sont... qui peuvent être développées et qui est lié à l'âge. Peut-être que c'est justement un type de profil que voilà, on n'a plus l'endurance qu'on avait quand on avait 20 ans, mais on peut dépasser les plus jeunes parce que finalement on maintient voilà, cette espèce de maturité physique qu'on a acquis au fur et à mesure des années. Je suis certain que c'est un sport qui peut être sport santé, dans la limite du raisonnable, effectivement, parce que je pense pas non plus être, moi, dans ma pratique, en sport santé. Bah, attention, quand t'es au niveau, t'es rarement, enfin, t'es quasiment jamais un syndrome avancé, mais en sport santé, enfin, tu vas tellement loin dans tes limites Oui, que forcément... ça c'est sûr et certain, et même si malgré tout, hein, récemment, mon coach donc m'a gentiment invité à penser à supprimer le reste. C'est-à-dire que lui, bah, il ne s'entraîne que pour le curl, et voilà, moi, le côté petit gars qui s'est entraîné pour avoir un physique quand il avait 13 ans, il n'a pas envie de lâcher certaines parties de l'entraînement. Tu penses que tu vas perdre si t'arrêtes... Ah bah c'est cette espèce Oui. d'obsession qu'on a quand on fait de la muscu pour le physique, quoi. On se dit, on s'arrête une semaine, déjà c'est la fin du monde. Et tu sais que c'est ça que je me pose comme question, que je vais te poser, c'est un très bon point. C'est quand on fait de la muscu, forcément on va avoir un bon physique. Est-ce que toi, dans ta quête du street curl, t'as fait ce sport-là parce que c'est un sport qui te permet de faire de la compète tout en gardant une masse musculaire? Ou est-ce que si jamais ce sport-là te permettait pas de gagner en masse musculaire, t'aurais peut-être fait autre chose? Je pense que si ça me permettait pas du tout de maintenir la masse musculaire, je l'aurais pas fait. Ok. Parce Je suis que pas étonné. Ouais. il y a cette espèce de combo entre voilà, cette quête d'avoir un bon physique. C'est un objectif qu'on a mis du temps à atteindre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça prend du temps. Et ce temps, c'est pas du temps à chômer, quoi. Tu t'investis, Ah ouais. tu réfléchis, tu te poses des questions, tu te regardes, tu penses à la nutrition, voilà. C'est ça, t'as tout qui rentre en compte. Hein. Récupération, bien ouais. dormir. Et ça prend du temps. Du coup, une fois que tu as eu ça, bah, t'as pas envie d'y renoncer complètement. Alors,
tu n'auras pas le physique le plus fit, le plus équilibré, etc. Mais tu sais que quand tu fais du strict curl, en tout cas moi je l'ai vu, ça maintient une masse musculaire générale qui est vraiment satisfaisante. Moi, je le vois dans mes yeux, donc oui, ça va. Donc, ouais, voilà, je flex régulièrement. À une époque, je postais un flex par jour sur Instagram. Énorme. Mais donc, ouais, c'est une constante que je veux pas abandonner. Et encore une fois, si vraiment je perdais 100% de mon physique pour faire du curl, je pense quand même que j'aurais eu du mal à m'investir à 100% dedans. Bon. Encore une fois, j'ai de la chance que ce soit pas le cas, mais je me serais pas mis voilà, à faire du marathon, de l'athlétisme, etc. parce que c'est trop incompatible. Bah oui, voilà, c'est ça. exactement. Et il y a une question aussi, là, que quand je vois tes biceps qui sont énormes, je me dis, est-ce que justement le fait de faire que du bras de fer, putain, j'en ai marre à chaque fois, je pense. Excuse-moi, Raph, hein, je pense trop à toi. Non, blague à part, de faire que du strict curl, est-ce que si tu fais que ça aussi, t'as pas le côté où ça peut te créer, je sais pas, peut-être des déséquilibres? Alors, depuis tout à l'heure, j'essaie de me forcer à tendre mon bras. Parce que Ok. j'ai cette espèce de réflexe où quand je parle, je commence à finir en tyrannosaure. Comme ça, j'ai mes bras qui remontent et je me mets comme Mais ça. musculaire. Voilà, parce que j'ai cette habitude d'avoir une contraction. Je force un peu pour tendre le bras. C'est-à-dire que là, je sens qu'il y a peut-être une calcification qui se crée un peu au niveau du tendon. Très rapide. Donc ça te ramène. Ouais, j'ai quand même cette tendance à avoir le bras un petit peu incliné de base parce que Ok. je me paramètre pour ça. J'ai une tension au niveau du tendon et une résistance au niveau du tendon que j'ai travaillé. Et forcément, il y a un déséquilibre. J'essaie de bosser un peu sur le triceps à côté pour justement ne pas avoir que un biceps sur le bras. Et puis ça fait des plus gros bras aussi, donc c'est toujours un chiffre sur lequel on peut flex. C'est gagnant-gagnant. Mais surtout pour une question d'équilibre. Et c'est sûr qu'il y a un petit déséquilibre qui se crée. Il est donc- pas dangereux. Non, c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de très dangereux, mais faut savoir qu'il va falloir bosser sur certaines choses pour garder un corps équilibré et pas se rétracter sur soi-même. Mais bon, il y a des sports qui sont beaucoup plus déséquilibrés, hein. C'est pas du tennis, c'est pas du... Bien sûr. Donc, bon, comme tout sport, quand on se surspécialise, forcément, voilà, moi je suis sur un travail où on téléphone toute la journée. Donc j'ai une oreillette, heureusement, mais Parce que sinon, tu serais comme ça toute la... je suis comme ça toute la journée. Et en fait, Ah, si la tu veux, vache. au bout de moins de 10 minutes, j'ai plus de sang dans la main. Parce qu'en fait, je ne peux pas plier le bras, tu vois. C'est ouf. Et sache que toutes les nuits, je me réveille et mes bras se mettent comme ça. Ce n'est pas une blague, je dors en tyrannosaure. Mes mains se mettent C'est- Et parce que du coup, comme ça, t'es relâché, quoi. Ouais, en fait, quand je dors, mais je sais pas si je me contracte ou pas, mais en tout cas, mes bras reviennent comme ça, et puis j'arrive pas à les lâcher comme ça se remonte. C'est Tout fou, seul. c'est fou. Parce que tu vois, le corps humain, c'est fou ce qu'il fait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on voit différents sports. Donc, bah écoute, là, ça fait 1 heure et demie et quasiment qu'on parle de strict curl. Je pense qu'on a fait un très bon point dessus. Vraiment, j'ai adoré le podcast. Bah, moi aussi, c'était très sympa. En plus, on se verra mercredi, donc il y a une vidéo qui sortira bientôt où du coup, on ira essayer le strict curl. Ça va être vraiment, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On va pas spoiler forcément ce qu'on va faire pour l'instant. Mais rapidement, où est-ce qu'on peut peut-être te suivre et suivre aussi l'actualité du strict curl en France? T'as une caméra qui est juste Alors, pour me suivre sur ma page Hugues Lodbrok, donc Lodbrok comme Ragnar dans Viking, voilà, donc ma page où je présente ma vie d'athlète. 2 fois champion du monde au Arnold aux États-Unis, 1 fois vice-champion d'Europe. ici. Rien que ça. Voilà, j'essaie de maintenir le palmarès. Le but, ce serait de garder les titres. Mais récemment, on a partagé sur une page Strict Curl France. On essaie de partager pas mal d'athlètes différents. L'actualité du Strict Curl, mais qui n'est pas que sur la fédération. La fédération dans FF Force, c'est celle qui porte le Strict Curl en France. Mais on a des athlètes qui ont fait de l'international, notamment Baptiste Marché qui a fait les records sur une autre fédération. On partage tout le monde. Et d'ailleurs, si jamais quelqu'un a envie de partager ses vidéos d'entraînement, etc., moi je repartage quasiment tout le monde à partir du moment où j'arrive à avoir les notifications à temps. Voilà, donc Strict Curl France d'un côté, Hugues Lodbrok de l'autre. De toute façon, on mettra les Insta. Merci d'être venu dans le podcast. Je t'en sers la main. Écoute, avec plaisir, merci beaucoup. C'était génial. Merci à vous qui écoutez le podcast. Comme je le dis à chaque fois, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est grâce à vous qu'on peut avoir de plus en plus d'invités aussi qui font différents sports, qui ont différents parcours. Donc merci sincèrement du fond du cœur. Pour nous, c'est important. Et même si parfois on répond pas forcément à tout le monde, nous on voit les messages, on voit les likes, on voit les écoutes aussi qui montent. Donc c'est important aussi de vous remercier. C'est grâce à vous tout ça. Donc abonnez-vous. On mettra ton Insta, hein, Hugues. On mettra ton Insta. Abonnez-vous aussi au podcast Entre Athlètes. On est partout sur YouTube, etc. Mettez un like, un commentaire. Et nous, on se voit lundi prochain pour un nouvel épisode. C'était Hugues et Quentin. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.